commencer par une petite histoire amusante, et toute récente. Je suis assez ému et en même temps un peu inquiet d'intervenir aujourd'hui devant vous, parce que hier, un de mes élèves à l'Institut Albert-Legrand me dit « Ah, monsieur Chemin, vous êtes une célébrité, vous êtes dans Charlie Hebdo. » Alors, je suis allé voir sur le site de Charlie Hebdo, et alors c'est quand même extraordinaire. Ils font donc, il y a toute une page d'une de leurs journalistes qui s'est infiltrée dans un forum Mission à Paris, il y a 2 ou 3 ans. Et il paraît, je cite, que le clou de la conférence, c'était les élucubrations d'un certain Jean-François Chemin, qui se présentait comme professeur en ZEP et qui parlait effectivement d'avoir enseigné au mieux de 80% d'élèves musulmans et 20% en train de le devenir. Et puis, alors il profite de ses cours pour les évangéliser en leur parlant de Jeanne d'Arc, etc. Et il y avait donc le lien avec mon intervention. Donc peut-être que parmi nous, il y a une journaliste de Charlie Hebdo, et dans ce cas-là, je la salue. Mais qu'elle n'hésite pas à venir se présenter à moi à la fin de la conférence, nous pourrons échanger. Voilà. Alors j'ai effectivement une médiocre légitimité pour parler de l'islam en entreprise, puisque quand je travaillais en entreprise, je n'y ai jamais connu de musulmans. Et il est vrai que la question, je ne l'ai abordée que dans l'éducation nationale, où je suis rentré donc en 2007. Mais alors là, je dirais de plein fouet, puisque effectivement, je suis arrivé dans un collège de ZEP, à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, où effectivement 80% de mes élèves, je n'ai pas fait de statistiques, mais à la louche et sans exagérer, c'est pas ce que vous voyez tout à l'heure, du sur-ressenti, je crois que véritablement 80% de mes élèves étaient musulmans. Et quand je dis que les 20% restants étaient en train de le devenir, c'est pas une invention non plus. Donc j'ai passé 10 ans dans un établissement qui finalement prépare les futurs salariés, les éduque, enfin est supposé les éduquer, est supposé leur enseigner quelque chose. Et donc ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, eh bien beaucoup, certains ont été de mes anciens élèves. Alors avec une grande diversité, hein, je ne suis vraiment pas resté en relation avec beaucoup d'entre eux, mais il y en a notamment une, alors une Kabyle d'une famille pas du tout pratiquante, qui aujourd'hui est en train de devenir notaire. Bon, voilà, donc quand même des élèves qui s'en sortent très bien, mais Tininan, qui d'ailleurs ne porte même pas de prénom musulman, était une exception, voilà, qui a une famille un petit peu à part. Alors, je précise aussi qu'une bonne partie de mes collègues étaient musulmans, notamment dans les matières scientifiques et les langues, et j'ai eu très bon rapport avec eux. Je ne peux pas dire que ces collègues aient manifesté, représenté pour le collège la moindre difficulté, de l'ordre de celle que François Juzeau a présentée ce matin. Il n'y avait pas beaucoup d'absentéisme de profs, même pas du tout au moment du ramadan. Ils ne faisaient pas leurs ablutions dans les toilettes. Ils ne cassaient pas les pieds à propos de ce qu'on mangeait à la cantine, parce que tout simplement, ils n'y venaient pas. Bon, voilà, donc j'ai eu d'excellentes relations avec ces collègues. Je dirais même des relations meilleures qu'avec beaucoup de mes collègues non musulmans, parce qu'on arrivait avec eux justement à parler de Dieu. Et également sur certains sujets, je pense à la Manif pour tous et autres, ben, certains collègues participaient à la Manif pour tous. Voilà. Donc très très bonne relation avec mes collègues musulmans. Alors bon, le cœur de ce que je vais vous dire néanmoins concerne mes élèves, et donc là je peux dire que j'ai été pendant ces 10 années immergé dans un contexte musulman. On peut dire, pour plaisanter, je peux faire une comparaison entre mon année d'IUFM, donc à 44 ans ayant réussi l'agrégation de l'histoire, on m'a obligé à faire l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. Et là, j'ai eu l'impression de passer de l'autre côté du rideau de fer. Cette expression a beaucoup fait rire la journaliste de Charlie Hebdo, qui ne comprend pas qu'on puisse prétendre que les IUFM sont des usines à formater les cerveaux des profs à gauche, mais elle n'y est pas passée moi-ci. Donc je sais de quoi je parle. Et donc pour ce qui est de mon passage au collège, j'ai vraiment eu l'impression d'être en terre d'islam, dans un contexte
qui était entièrement islamisé, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je voudrais aussi commencer par ma présentation du collège par une anecdote que j'ai lue. Je ne l'ai pas vécue, celle-là, je l'ai lue dans le journal Politique Magazine. C'est l'histoire véridique de deux amis qui se rencontrent, enfin qui se retrouvent. L'un est colonel dans l'armée sénégalaise, et l'autre est celui qui raconte l'histoire, et ils se disent mutuellement: nous allons présenter à l'autre en une phrase notre religion. Et le français commence en disant: eh bien pour moi, être chrétien, c'est avoir fait une rencontre avec le Christ. Ce à quoi le musulman répond: pour moi, l'islam est un fait social. Et je crois effectivement que cette idée que l'islam est un fait social caractérise véritablement ce que j'ai vécu pendant ces 10 années de collège. Alors tout d'abord, j'ai dit que 80% des élèves étaient musulmans, je le pense, pas seulement les élèves, on va dire un bon tiers des profs, et puis également la quasi-totalité du personnel administratif, ou bien des surveillants. Alors ça porte des noms, je ne sais plus, AVS, je ne sais pas quoi, et tout un tas de noms en 3 lettres. Donc la quasi-totalité était musulman. Donc on avait le sentiment d'une écrasante domination numérique, alors qu'il y est, on le voit effectivement au phénomène de l'immigration qu'on a présenté ce matin, sachant qu'effectivement beaucoup de mes élèves étaient ce qu'on appelle des primo-arrivants. C'est-à-dire, on voyait même des familles qui arrivaient en cours d'année, de Tunisie, d'Algérie, de Turquie. Voilà. Ils n'étaient pas spécialement persécutés dans leur pays, ils arrivaient, voilà, avec des élèves qui ne parlaient pas bien français, qui n'étaient jamais allés dans des écoles où on leur avait enseigné des programmes, notamment en histoire, qui était ma discipline, français. Voilà. Bon. Donc, premier élément, un flux permanent, un robinet grand ouvert. Deuxièmement, bien sûr, un différentiel de natalité. Chez nous, en France, chez les Français de souche, quand on dit à quelqu'un « j'ai 4 enfants », c'est une belle famille. Chez mes élèves, c'était une petite famille. Voilà, les familles avaient facilement 8, 10 enfants. Ouais, c'était plutôt ça la norme. Voilà. Et puis alors, ce que j'ai constaté également, c'est qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes. Donc un père musulman et une mère chrétienne, entre guillemets, parce que bon, ça ne veut pas dire chrétienne d'origine, ou l'inverse. Eh bien, je l'affirme, dans 95% des cas, les enfants issus de ce mariage étaient musulmans, avec des prénoms musulmans, et se définissaient comme arabes. Quand bien même ils s'appelaient Dupont, Sanchez, ou des noms allemands, des noms polonais, des noms espagnols, italiens, français, ils se définissaient systématiquement comme arabes et musulmans. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fortement interpellé. Tout cela étant la conséquence d'un prosélytisme forcené. On a l'impression que le fait d'être musulman, il ne pense qu'à ça. Qui se lève le matin en disant « je suis musulman », qui se couche le soir en disant « je suis musulman », et que pendant la journée, il se pense comme musulman. Sachant que ce n'est pas forcément un phénomène individuel, mais plutôt un phénomène collectif. On est pris dans une ambiance musulmane, et donc le milieu même est prosélyte. Sachant qu'en plus, le prosélytisme va assez loin, dans le sens où il s'agit que tout un chacun en permanence rappelle à l'autre ses devoirs de musulman, mais également le non-musulman est gentiment mais fermement invité à se rappeler que l'islam, à savoir que l'islam est la vérité. Donc j'ai eu sous mes yeux des élèves musulmans qui islamisaient des élèves non musulmans. Et je me souviens de 2 petits gamins, 2 petits jumeaux martiniquais, qui se sont fait islamiser sous mes yeux par deux petits jumeaux tunisiens. Je voyais qu'ils faisaient ça pendant l'heure d'études. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon. Et à la fin de l'année, je vois encore l'un des Martiniquais, on me parlait de Danton, qui
se faisait couper la tête, et il me répond Danton n'est pas un martyr parce qu'il n'est pas mort pour le djihad. Donc, alors qu'il avait acquis cette toute fraîche connaissance pendant l'année. Et moi-même, j'ai été régulièrement l'objet de sollicitations de la part d'élèves comme de parents pour devenir musulmans. Alors c'était sur le mode sympa, hein, il n'y avait pas de pression violente. Je me souviens, un jour, il était écrit au tableau « Monsieur Chemin est sur le chemin du din ». Le chemin du din, c'est la conversion, le chemin de la conversion à l'islam. Donc, voulant me faire plaisir et amuser ses camarades, un élève expliquait que j'étais donc sur le chemin de la conversion à l'islam. Bon, mais un jour, un père, en réunion parents-prof, m'a expliqué qu'une bonne lecture pour un prof, eh bien, c'était le Coran, et que lui-même, depuis qu'il s'était reconverti à l'islam, après une vie de débauche où il avait mangé du porc et bu de l'alcool, eh bien, ça allait beaucoup mieux, et qu'il me conseillait, pour réformer ma vie, de me tourner vers la lecture du Coran. Alors ça tombe bien, je l'avais lu plusieurs fois, donc j'aurais pu lui en parler. Bon. Alors tout ça, donc, fait social, qui résulte d'un effet ghetto, hein, puisque le quartier où j'enseignais, donc les Minguettes, est un quartier musulman, très largement. Donc dans l'établissement où j'étais, il y avait principalement que des musulmans. Dans les classes où j'étais, il y avait principalement que des musulmans. Et d'ailleurs, ça sortait à plusieurs moments. Je me souviens dans une classe de 6e, un petit gamin qui était lui d'origine indienne, chrétienne, et qui dit quelque chose, et une autre qui lui dit, écoute, il n'y a que toi qui ne sois pas musulman dans la classe, donc tu te tais. Donc, alors, donc, pourquoi ce ghetto? Alors, évidemment, il y a quelque chose qu'on a beaucoup de mal à extirper des esprits, c'est qu'on aurait créé ces quartiers pour y enfermer les musulmans. Ils n'ont pas été du tout créés pour eux, hein. Ils ont été créés au départ pour accueillir les pieds noirs, les enfants qui naissaient du boom social des années 60. Mais donc, comme en France, on ne demande pas la religion des gens pour l'attribuer à un logement social, on les accueille, on les offre aux plus pauvres. Donc, le quartier de logements sociaux égale aujourd'hui très largement quartier musulman, et puis donc famille nombreuse, et puis les familles aiment bien se regrouper. Bah, tant qu'à faire, quand une nouvelle famille arrive du bled, elle vient s'installer là où il y a des cousins. Voilà. Et donc, moi j'avais des familles, des fratries, ils étaient tous cousins dans mon bahut, là. C'était très impressionnant. Et puis alors, il y a aussi cette tendance, ghetto aussi, les autres s'en vont. J'ai eu une femme de ménage d'origine franco-polonaise qui habitait le quartier et qui me disait « Moi, si j'avais les moyens, je partirais ». Et puis on a vu récemment à Lyon une anecdote d'une boucherie non halal qui subsiste aujourd'hui dans le 8e arrondissement et qui est l'objet de jets de gaz lacrymogène de la part de gamins de 12 ans parce qu'elle vend du porc et qui envisage de partir. Donc l'islam fait un peu le vide autour de lui et le plein à l'intérieur de bulles où les gens sont entre eux. Voilà. Alors donc ça fait effectivement un effet de masse où tout est code. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Tout est code. La manière de manger ou de ne pas manger. Donc on va à la cantine, on ne va pas à la cantine. Quand quelqu'un va à la cantine et ne devrait pas y aller, les autres le lui rappellent, il ne faut pas aller à la cantine, etc. Il y a les jurons, les expressions. On passe son temps à jurer sur la Mecque, le Coran, à mettre Allah dans toutes les expressions, Wallah, Starfallah, à la par-ci, à la par-là. Hein. On me salue par des bruyants salam aleikum qui sont là pour me faire rire, bien sûr, mais dont on voit bien qu'il s'agit de remplir l'espace de codes musulmans. La manière de s'habiller. Pas une fille, évidemment, ne pouvait se pointer en jupe. La manière de se coiffer. Alors là aussi, pour les filles, interdiction de porter le voile. Mais on voyait les petits bandeaux, qui au début de l'année étaient des petits bandeaux étroits, puis à mesure que l'année passait, le bandeau s'élargissait, puis ça devenait un machin qui couvrait les oreilles, voilà. Donc tout un tas de codes. Le sommet étant atteint au moment du ramadan, bien sûr, ou alors là, on entendait le mot ramadan dans toutes les conversations. Quelqu'un mâche un chewing-gum, c'est le ramadan. Quelqu'un va boire de l'eau, c'est le ramadan, etc., etc. Alors, les gamins sont très conformistes. Donc, j'ai constaté que ceux qui individuellement
pourrait avoir un comportement différent. Et j'ai vu des comportements différents quand le gamin se savait seul et n'était pas surveillé par les autres. Par contre, dès qu'ils sont deux, il y a tout de suite une sorte de surenchère et malheur à celui qui enfreindra les codes ou même qui paraîtra un peu tiède par rapport à eux. Donc finalement, il y a une sorte d'émulation où chacun veut montrer qu'il est aussi musulman que les autres, sinon plus que les autres. Et ça, encore une fois, c'est permanent. Hein, il y a une sorte de concurrence pour savoir qui sera le meilleur que les autres. Et alors, je parlais de conformisme, cette concurrence touche même ceux qui ne sont pas musulmans et qui, bien sûr, la plupart du temps, n'ont rien reçu. Je me souviens que le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai 2 gamines le lendemain, 2 petites chrétiennes de souche, qui sont venues me voir en me disant « Monsieur sait bien faire, on n'insulte pas le prophète ». Je les ai regardées avec des grands yeux, et je suis persuadé que ces filles m'ont dit ça en n'étant pas musulmanes. Et puis quelques temps après, je me dirige vers la cantine, et je vois une gamine d'origine franco-portugaise, etc., qui me dit « Monsieur, n'y allez pas, c'est le ramadan ». Je dis « Mais tu es musulmane ?» Elle réfléchit, elle me répond « Je ne sais pas ». Donc voilà une gamine qui n'a rien reçu par ses origines chrétiennes. En plus, très souvent, on voit des familles extrêmement déstructurées, donc qui sont brinque-ballées, etc. Elle n'avait rien reçu, et la seule chose, le seul apport religieux qu'il y a autour d'elle, eh bien, c'est l'omniprésence d'un discours musulman fondé sur des codes extrêmement précis et qui fait par imprégner tout le monde et convertir tout le monde. Alors, c'est là que je voudrais vous... Donc finalement, oui, l'islam, là-bas, c'est un peu comme l'air qu'on respire. Voilà, c'est diffus, mais tout le monde respire musulman. Et donc, je voudrais vous faire part d'une image qui m'est venue pour essayer de faire la comparaison avec le christianisme. Je crois que quand on parle de religion, on ne parle pas du tout de la même chose, selon les cas. Et je pense qu'une religion, c'est comme une fusée à 4 étages. La fine pointe de la fusée, c'est la rencontre avec Dieu. Et ça, c'est le propre du christianisme. On devient chrétien parce qu'on a fait une rencontre avec Dieu. Et les témoignages qu'on a pu avoir, ou qu'on aura, ou que ceux que j'ai évoqués dans mon livre, ce sont régulièrement des gens qui ont rencontré le Christ, ou qui ont rencontré la Sainte Vierge, ou qui ont eu une apparition, ou qui ont vu un miracle, ou qui ont rencontré quelqu'un qui leur a fait rencontrer Dieu, etc. Donc ça, c'est la pointe. On devient chrétien parce qu'on a rencontré Dieu. Au deuxième niveau de la fusée, c'est la pratique. Je suis croyant, donc je pratique. Mais il y a des gens qui sont croyants et qui ne pratiquent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut exister. Des gens qui vont vous dire « moi je crois dans le secret de mon cœur et je n'ai pas besoin d'aller à la messe ». Bon, très bien. Et puis il y a des gens qui pratiquent mais qui ne croient pas. J'ai un ami comme ça qui est athée, qui est franc-maçon, et qui me dit « je vais à la messe pour faire plaisir à ma femme, et puis je donne au denier du culte parce que l'Église catholique me semble importante pour structurer la société, etc. » Donc c'est 2 choses différentes de dire « je crois et je pratique », même si c'est lié. Donc le fait que les églises soient pas très remplies le dimanche ne veut pas dire que les gens ne sont pas croyants. Ou ça veut pas dire, ou le fait qu'elles soient un peu remplies ne veut pas forcément dire non plus que les gens sont croyants. C'est différent. 3e niveau, le communautarisme. Et ça, c'est typique au niveau d'un quartier, comme les Minguettes. Les gens peuvent être, à titre personnel, non croyants, non pratiquants, ne peuvent pas aller à la mosquée, mais vivent dans un quartier où ils sont entre eux, entre gens qui vivent pareil, qui jurent de la même manière, qui s'habillent de la même manière, qui mangent de la même manière, qui ont les mêmes rites. Voilà, donc... et c'est aussi pour ça que beaucoup quittent les quartiers musulmans, beaucoup de non-musulmans quittent les quartiers musulmans parce que ils ne vivent pas comme les autres. Et au moment du ramadan, par exemple, je sais que ma petite femme de ménage, elle n'en peut plus de l'immeuble au moment du quartier au moment du ramadan. Donc il y a cet aspect communautariste. Et puis le dernier, la base de la fusée, c'est ce que j'appellerais l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on peut être ni croyant, ni pratiquant, ni préférer vivre dans un quartier avec des gens qui sont de la même culture que nous, mais être profondément marqué par une culture, une psychologie. Et je pense que c'est particulièrement flagrant avec beaucoup de gens de gauche qui se disent athées, anti-chrétiens,
mais qui d'une certaine manière, par leur façon de penser, sont totalement imprégnés du message évangélique. Ils passent leur temps à s'efforcer d'aimer leur prochain, à être charitables, à être vertueux, à faire le bien, à lutter contre la haine, etc., etc. Bon, voilà. Donc, la foi, la pratique, le communautarisme et l'anthropologie. Eh bien, on se convertit au christianisme par l'étage 1 de la fusée, la rencontre avec le Christ, et on se convertit à l'islam, je pense, par l'étage 3, c'est-à-dire par le communautarisme, qui entraîne une modification de l'anthropologie, c'est-à-dire de la manière de réfléchir, de vivre, de se comporter, etc. Voilà. Donc, caractère extrêmement important de l'effet de masse. Et dans une entreprise, par exemple, je pense qu'il faut veiller à éviter l'effet de masse et s'efforcer d'avoir une diversité des origines religieuses, parce qu'à partir du moment où il y aura effet de masse, il y aura forcément instauration d'une forme de communautarisme, qui d'ailleurs n'est pas que le propre de l'islam. J'ai eu, quand j'étais en entreprise, l'occasion de faire une mission dans une société de bourse parisienne, compagnie d'agents de change, où je manageais une équipe d'intérimaires. On prenait les intérimaires dans une société d'intérim qui était dirigée par 2 femmes qui avaient visiblement des origines d'une religion qui n'était ni le christianisme ni l'islam. Eh bien, elles nous ont envoyé un intérimaire, 2 intérimaires, 3 intérimaires. Au bout d'un certain temps, je me suis retrouvé à gérer 30 intérimaires qui avaient tous la même religion, qui était ni le christianisme ni l'islam. Eh bien, je vous assure que j'avais un sentiment, là aussi, de communauté, de ghetto, de gens qui souvent faisaient bloc contre moi et bloc contre les autres membres de l'agence, de la société de bourse. C'était assez impressionnant. Donc je pense que ce n'est pas propre au christianisme. Essayer de diversifier les recrutements non chrétiens. Alors, un point important qui vient nuancer ou renforcer l'aspect fait social et communautarisme et effet ghetto, c'est le levier de la victimisation. J'ai été extrêmement frappé de constater que mes petits élèves étaient par essence des victimes. Alors tout d'abord des victimes individuelles, se positionnant en permanence en situation de victime. Alors je raconte cette anecdote qu'a donné mon livre Tarek, parle d'un élève que j'ai eu, qui s'appelait Tarek, et j'ai eu une très très bonne relation, il était très attachant, je l'ai eu qu'à 38, mais la première fois que je le vois, il était au premier rang, il colle une claque en 6e, donc il colle une claque à son voisin. Premier rang, donc il était plus près de moi que Jean-Sofiane en ce moment, quoi. Donc la claque, si Jean-Sofiane donne une claque à son voisin, je le verrai, je l'entendrai, ben, c'est ce qui s'est passé. Bon, alors je lui dis, Tarek, pourquoi tu as donné une claque à ton voisin? Ah, moi, monsieur, j'ai rien fait, wallah, la vie de ma mère, etc. Mais Tarek, il faut arrêter de me prendre pour un idiot, la claque, je l'ai vue, etc. Ah non, mais voilà. Et comme par hasard, ça tombe sur moi, et il se posait en victime. Et alors, je lui dis, bon, écoute, je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne te connaissais pas encore, mais je vais t'appeler victime. Et il a eu cette phrase extraordinaire qui explique beaucoup de choses. Vous avez raison, monsieur, je suis une victime, et c'est pour ça que plus tard, je serai un criminel. Et il y a une sorte de dialectique victimisation-violence qui est extrêmement forte chez ces gamins. Ils sont victimes, donc ils sont violents. Donc, s'ils sont violents, on est obligé de les reprendre, donc ils sont victimes. Et c'est une sorte de mouvement perpétuel, victimisation, violence. Et ça, c'est valable au point de vue individuel, mais c'est valable également au point de vue collectif. Ils sont victimes individuellement, ils sont victimes collectivement. Quel que soit, moi j'enseignais histoire, géo, éducation civique, quel que soit le point d'histoire, de géographie ou d'éducation physique que nous abordions, ils étaient victimes. Alors on peut bien sûr parler de la colonisation, on peut parler de l'esclavage, on peut parler, mais vous leur montrez un film, le film du bicentenaire de la Révolution française, où vous avez la Convention qui est peuplée de blancs d'origine chrétienne, pof, le truc est raciste. Et islamophobe, regardez, ils n'ont pas mis de musulmans africains à la Convention. Hein. Donc, pareil, la Marseillaise, un sang impur abreuve nos sillons, c'est le sang des musulmans, le sang impur. Rouget de Lille en écrivant, et je ne l'invente pas, je l'ai entendu. Et puis alors, il y a
la victimisation absolue, qui est l'histoire des Illuminati, dont ils sont absolument tous persuadés. Donc ils sont persuadés qu'il y a un complot mondial des Illuminati qui regroupe les francs-maçons, les juifs, l'église catholique, etc., pour faire une Shoah des musulmans. Et là contre, vous ne pouvez rien. Quand vous avez toute une classe qui vous explique que les Illuminati ont promis de les exterminer, et donc ils sont en situation de légitime défense, et ça justifie donc toutes les violences éventuelles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous violents, tant s'en faut. L'immense majorité sont super sympas, et pour ceux qui ont lu mes livres et entendu mes témoignages, c'est pour ça que la journaliste de Charlie Hebdo ferait mieux de lire mes livres, avant de faire des articles dessus. Moi, le témoignage que j'en ai ressorti, c'est l'amour. C'est des gamins qui sont des cœurs d'artichaut et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aimer et d'être aimés. Bon, moyennant quoi, il y a quand même de la violence dans l'air, bien souvent, et elle est entretenue par le sentiment d'être des victimes. Voilà. Et je crois que c'est un sentiment qui est très répandu dans l'anthropologie islamique, la victimitude. J'ai lu et relu le Coran et j'y ai vraiment trouvé en permanence cette idée que le musulman est en situation de légitime défense intrinsèque par rapport à des chrétiens notamment qui sont des agresseurs intrinsèques. Et je me souviens un jour, il y a quelques années, il y avait une journée porte ouverte à une mosquée de Villeurbanne dont l'imam était Azzedine Gassi, le président de l'Union des musulmans de Rhône-Alpes, l'ami du cardinal. Eh bien, le programme de la journée porte ouverte de la mosquée, commençait par une conférence sur l'islamophobie. C'est-à-dire que l'islam se perçoit comme la religion que les autres n'aiment pas. Comme les gens que les autres n'aiment pas. Je suis musulman, donc on ne m'aime pas. Donc je suis agressé, qu'on m'ait dit quelque chose ou rien, et donc je suis en situation de légitime défense. Et c'est pour ça qu'on retrouve très souvent, hélas, chez certains musulmans, une sorte de caractère vindicatif qui fait qu'on tout de suite il hérisse le poil, alors qu'il faudrait arriver à passer par-dessus, mais c'est extrêmement difficile. L'autre jour j'étais dans le train, il y en avait un qui était là, wow, ça pue, les gens ne se lavent pas, il braillait ça. Bon, mais voilà, il y a ce côté, je suis vindicatif parce que l'existence des autres m'agresse. Voilà. Alors face à ça, je précise, quand on est victime, c'est rare, ça m'est arrivé 2 fois en 10 ans, mais quand on a un problème lié à l'islam avec un élève ou un parent, là, laïcité ou pas laïcité, l'administration se dégonfle. On est tout seul en première ligne. Je vous raconte une anecdote, brièvement, parce que je vais laisser la parole à Jean-Sofiane, mais j'ai bien avancé, t'inquiète pas. Un jour, comme ça, arrive un gamin en classe de 3e qui nous arrivait par un conseil de discipline, il venait d'être renvoyé d'un autre collège, et puis peut-être de celui d'avant. Et quand un élève arrive en conseil de discipline, par conseil de discipline, c'est le cador. Il arrive, il a frappé un prof. Alors là, tout de suite, il a une aura. Bon. Alors, évidemment, il fait son caïd. Il a une petite cour autour de lui. Bon. Alors celui-là, il commençait à me casser les pieds, et j'étais pas rassuré, parce que c'était un grand gaillard. Et alors, je lui dis, bon, si tu continues, au bout d'un certain temps, je lui dis, si tu continues à faire l'andouille, je vais être obligé de te renvoyer. Et il sortirait, je ne sortirai que Inch'Allah, que si Dieu le veut. 1 seconde pour trouver une réplique futée. J'ai dit, dans cette classe, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi. Oh là, qu'est-ce que j'avais pas dit. Oh là là là, j'ai entendu des Allahu Akbar, j'ai entendu des Starfallah, il est fou le pélo, il se prend pour Dieu. Ils ont balancé des chaises, ils ont balancé des tables, etc. J'étais comme ça. Il a fallu 5 surveillants pour les maîtriser. J'ai terminé mon cours en tremblant comme une feuille. Je suis descendu et j'ai découvert que les élèves étaient allés se plaindre comme quoi j'avais insulté l'islam en cours. Et j'étais donc convoqué par la direction pour avoir tenu des propos choquants. Voilà. Donc vous dire comment la laïcité est défendue dans un établissement. Bon, alors, ce sentiment de victimitude, hein, j'utilise un néologisme comme Ségolène Royal, qui est absolument intrinsèque. La victimitude est également renforcée par un sentiment que j'appellerais l'extranéité. Pour eux, si on est français, on est chrétien, et donc si on est musulman, on n'est pas chrétien, donc on n'est pas français. Et il y a vraiment, quelqu'un parlait de libanisation tout à l'heure, il y a vraiment 2 peuples qui
qui sont côte à côte et face à face, et qui sont d'un côté les Français, et de l'autre les musulmans. Et alors, quand ils disent les Français, ils entendent qu'on est tous chrétiens, ce en quoi ils n'ont pas tort, parce qu'anthropologiquement on l'est. Et donc en face, il y a les musulmans. Alors je raconte une anecdote, ça fait bien longtemps qu'elle m'est arrivée, donc je vais essayer de la raconter comme il faut. Quand je la racontais, qu'elle était toute fraîche, bon. L'histoire était la suivante. J'étais avec une classe de 6e, j'enseignais Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et un petit gamin me demande, « Monsieur, comment les Grecs savaient qu'ils étaient des Français ?» J'ai dit, mais les Grecs n'étaient pas des Français, parce que c'était des Grecs. Ah, alors il reprend, comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient des chrétiens? J'ai dit, c'était pas des chrétiens, parce qu'on était 500 ans avant Jésus-Christ. Alors il conclut, comment est-ce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas des Arabes? Et c'est vrai que la grande question que, en 500 avant Jésus-Christ, Périclès se posait quand il se rasait, sauf qu'il ne se rasait pas, parce qu'il avait la barbe, mais la grande question que devait se poser Périclès, c'est, mais comment se fait-il que je ne sois pas arabe? Ce qui veut dire qu'ils font une distinction chrétien-français, arabe-musulman, et que cette distinction est fondamentale, intemporelle et universelle. Il y a, et il y a toujours eu, et il y a partout, et il y aura toujours, d'un côté les Arabes, c'est-à-dire les musulmans, et de l'autre les chrétiens, c'est-à-dire les Français. Alors vous allez me dire, et les Turcs, et les Noirs d'Afrique subsaharienne. Alors les chrétiens d'Orient, non, alors ils ne connaissent pas, mais ils n'ont jamais entendu parler des chrétiens d'Orient, et ça aurait tendance un peu à les énerver quand on l'évoque. Hein. Ce que j'ai tenté de faire, hein, mais je me souviens d'une gamine d'origine turque qui a rayé sur la carte le mot Arménie en disant « je n'aime pas, je raye », et elle a rayé le mot Arménie sur la carte. Une carte une carte antique, oui. Absolument, absolument. Voilà, donc un sentiment donc, de victimitude, un sentiment d'extranéité. Ils ne peuvent pas s'assimiler parce que la France, c'est chrétien, et que leur identité musulmane est primordiale. Et donc tout ça est supposé entraîner, justifier une agressivité et parfois une violence. Alors je ne dis pas encore une fois qu'ils le sont, c'est même très rare, mais on sent que chez eux, en permanence, reviennent des discours, chez beaucoup d'entre eux, il faut que je mette plein de nuances, surtout maintenant que tout ça est en ligne et que ça tombe entre toutes les mains. Donc beaucoup d'entre eux sont imprégnés du sentiment de possibilité de la violence. Et je vous raconte là aussi une anecdote, un gamin avec qui j'avais de très bonnes relations, qui s'appelait Jawed, et avec lequel on avait un jeu, c'est qu'on s'envoyait des baisers, vous voyez, on se faisait comme ça, et le truc c'était qu'il fallait faire mine d'éviter le baiser. Voilà. Bon. Alors, pour dire qu'on s'aimait bien, Jawed et moi. Et un jour, il me répond, « Monsieur, qu'est-ce que vous feriez si la France était en guerre avec votre pays d'origine ?» J'ai dit, mais Jawed, moi, la France est mon pays d'origine. Alors ça, ils ne veulent pas le croire. Hein. Ils ne veulent pas croire, ça il faut que vous le sachiez, qu'il y ait encore des Français. C'est-à-dire que la France a ceci de paradoxal que c'est l'ennemi, et en même temps, il n'y a plus de Français. Donc à la limite, on les trompe et on trompe leur impatience en leur laissant pas encore les clés du pays, parce que comme me l'a dit une gamine, dans la classe, il n'y a que nous, dans le collège, il n'y a que nous, dans le quartier, il n'y a que nous, et quand on va dans le centre commercial de la Pardieu, il n'y a que nous. Donc où sont les Français? Moi, quand un jour j'ai dit aux gamins, quelles sont vos racines, votre bled à vous, monsieur Chemin? Alors moi, ma famille, aussi loin qu'on cherche, elle est de Saint-Priest. Oui, vous savez, Saint-Priest. En 1614, il y avait déjà un chemin à Saint-Priest qui grattait la terre, il devait y en avoir encore avant. Bon, alors je dis, ben moi, mes racines, c'est Saint-Priest, c'est le bled à côté de Vénissieux où j'enseignais. Alors on me dit, mais attendez, vous êtes de Saint-Priest comme on est de Vénissieux, votre vraie origine, c'est quoi? Alors ils ne veulent pas croire qu'il puisse encore y avoir des Français. Bon, donc, stupéfaction de Jawed, M. Chemin dit qu'il est français, qu'il n'a pas d'autre pays d'origine. Et je lui dis, et toi, tu ferais quoi? Il me dit, mais je me battrais pour mon pays d'origine, bien sûr. Alors je lui dis, ben, à ce moment-là, il faudra qu'on se batte l'un contre l'autre. Et il me répond cette phrase extraordinaire, il faudrait peut-être que je vous tue tout de suite, comme ça ce serait fait.
C'est violent. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Hein. Mais c'était dit sans méchanceté, c'était un constat logique, froid. Alors encore une fois, je dis bien, pour ceux qui écouteront par-delà les ondes, que je ne dis pas que tous les musulmans, les jeunes musulmans étaient prêts à me tuer, je dis simplement que j'ai entendu cette phrase. Voilà. Bon. Donc ils sont très régulièrement dans une espèce de dialectique victimisation-violence qui donne lieu à des phrases qui sont vraiment choquantes. Je me souviens également, lorsque notre malheureux compatriote Hervé Gourdel a été égorgé en Kabylie, il y a quelques années, il paraît que la vidéo de sa mise à mort a circulé sur le net, et comme les gamins sont un peu des geeks, certains se sont vantés d'avoir réussi à la capter avant qu'elle soit supprimée. Alors, il paraît que le malheureux pleurait, suppliait, qu'on l'épargne, etc. Puis on l'a quand même égorgé. Alors, gros éclat de rire dans la classe, et Tarek, le gamin auquel j'ai consacré mon livre, a dit qu'il avait vu la vidéo, a conclu en disant « il n'y a qu'un Français pour mourir aussi lâchement ». Bon. Donc on a parfois, effectivement, dans l'idée de la confrontation, des choses qui sont extrêmement violentes. Et puis alors, là on est dans le niveau de ma classe, mais quand vous entendez par exemple les propos de Madame Ouria Boutelja, créatrice des Indigènes de la République, qui dit froidement, je l'ai lu encore dans La Nef, qui est sortie la semaine dernière, qu'il faut que les Blancs, donc sous-entendu les chrétiens, les Français de souche, sachent que la génération suivante de petits musulmans n'acceptera peut-être plus qu'il y ait encore des Blancs dans ce pays, et que si on veut sauver notre peau, c'est comme ça qu'elle dit, il s'agirait qu'on prenne nos dispositions tout de suite pour partir. Alors, je suis d'accord qu'on s'en prenne à Zemmour quand il dérape, mais Madame Boutelja, personne n'a relevé ce propos. C'est pas un dérapage, elle l'a écrit. Qu'il faut que la génération suivante n'acceptera peut-être plus notre présence ou celle de nos enfants dans ce pays, qu'il serait temps qu'on parte tout de suite. Hein, donc il y a une violence, hein, effectivement, qui parfois est assez choquante. Alors, je ne voudrais pas vous assommer avec trop de considérations pessimistes, parce que je crois quand même que le cœur, je reviens dessus, de ce que j'ai vécu dans mon établissement scolaire, c'est l'amour. C'est-à-dire que ces jeunes, dans leur paranoïa, leur victimitude, leur violence, leur communautarisme, se sentent enfermés pour beaucoup d'entre eux. Ils sont prisonniers. Ils sont comme enfermés dans un bunker où on se serre les coudes les uns les autres, parce qu'à l'extérieur, les gens seraient méchants. Mais on s'enferme dans l'obscurité, alors que certains sentent bien que la lumière est à l'extérieur. Et dans les nombreuses expériences de conversion de musulmans au catholicisme que j'ai évoquées dans mon livre, il y a très régulièrement, alors outre les apparitions, les songes, etc., la rencontre de ce qu'une des convertis appelle un être de lumière. C'est-à-dire quelqu'un qui, simplement parce qu'il est, permet de toucher du doigt l'existence d'autre chose que l'islam. Et tout est fait dans l'islam, justement, pour empêcher l'accès à cette vérité, à cette lumière, à travers un être de lumière. Et ce qui est très frappant, c'est que le professeur, très souvent, peut jouer ce rôle d'être de lumière. Alors, involontairement, parce qu'on est évidemment empêché dans le système scolaire français de témoigner de sa foi, mais néanmoins, certains, involontairement, simplement par leur manière d'être, ont réussi à toucher le cœur de petits élèves qui se sont convertis plus tard. Donc ça, j'en ai des témoignages. Et également, la rencontre avec le professeur donne à l'élève envie d'aimer ce qu'aime le professeur. Donc c'est-à-dire que si le professeur aime la France, Jeanne d'Arc, etc., alors là aussi ça a bien fait rigoler Charlie Hebdo, mais c'est comme ça, eh bien les élèves vont se mettre à aimer la France, Jeanne d'Arc, etc. Alors ce que j'ai vécu au niveau de l'éducation nationale, où c'est extrêmement difficile à affirmer, parce qu'on est tenu par un cadre laïque extrêmement rigoureux, je pense que puisque l'entreprise, on l'a dit ce matin, est un lieu où il faut respecter une neutralité, mais où il n'est pas interdit de témoigner de quoi que ce soit, à partir du moment, bien sûr, où ça se fait finement et dans le respect, eh bien, je pense que l'entreprise peut être le lieu où ceux qui étaient mes élèves et qui arrivent dans le monde du travail peuvent éventuellement rencontrer des êtres de lumière
et le Christ. Simplement, l'être de lumière, hein, c'est chacun de nous, potentiellement, à chaque moment, et on ne sait pas quel est le geste, la parole, l'attitude qui va toucher quelqu'un. Donc il y a un enjeu, à mon avis, pour les chefs d'entreprise. Si je devais récapituler un petit peu mon propos, 1. Éviter l'effet de masse. À partir du moment où vous allez vous retrouver avec une immense majorité de musulmans, ils vont mécaniquement s'auto-contrôler, entrer en émulation et se renforcer dans leur religion, donc diluer les recrutements, efforcez-vous, à titre personnel, d'essayer d'être un être de lumière, et si vous embauchez quelques chrétiens, d'essayer aussi d'embaucher des gens qui pourront être des relais de cela à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, je vous remercie.